L'air du temps, tous les dimanches de 10h à 11h. L'air du temps, c'est pour analyser l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec des experts, des chroniqueurs et des analystes. L'air du temps au rythme du monde avec Alassane Samba Diop, tous les dimanches de 10h à 11h sur iRadio. 10h12 sur iRadio. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'air du temps, une cinquantaine de minutes pour décrypter l'actualité de la semaine. La tournée économique du président de la République dans le nord du Sénégal, l'affaire Madiambal Souleymane Teliko. Nous allons aussi parler de la Covid-19 et si le temps nous l'a permis, nous allons aussi voyager en Côte d'Ivoire. Dans ce studio, deux invités, Ibrahima Malikoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, expert politique. Nous sommes aussi avec Dr Moussa Diop, bonjour. Bonjour Papa Lune, bonjour Monsieur Ibrahim Atchoub. Vous êtes enseignant en sciences politiques et en communication. Devant ce micro, Papa Lunsar, l'air du temps, et c'est parti. Chère Madamoise, chère Madamois, je suis venu pour rassurer les populations. Je suis venu pour inaugurer des infrastructures. Je suis venu pour lancer de nouveaux travaux. Je suis venu pour valider le programme d'infrastructure régionale, le programme de développement régional de Matam, doté d'une enveloppe spéciale de 450 milliards entre 2021 et 2025. Je suis venu vous annoncer la création bientôt de la future université de Matam. Route, structure sanitaire inaugurée, de nouveaux travaux lancés, des financements et de l'emploi attendu, un projet régional d'investissement de montant de 450 milliards de francs CFA validé pour 4 ans. Macky Sall, Ibrahima Malikoun a-t-il réussi sa tournée économique, pour reprendre ses propres mots? Une tournée économique est-elle réussie ou n'est-elle pas réussie? Parce que c'est un concept nouveau qui est très sénégalais, qui est une pratique nouvelle. Mais il y a des choses à dire sur cette tournée économique-là. À quelle aune doit-on mesurer la réussite d'une tournée économique? Je ne sais pas trop. Est-ce à l'aune des choses qui ont été inaugurées? Est-ce à l'aune des choses qui ont été annoncées? Ou à l'aune des promesses qui ont été faites? Il n'y a pas de critères d'évaluation de ces critères économiques. Mais il y a des choses à dire sur cette tournée économique parce que cette tournée économique a les relents d'une campagne électorale, d'une pré-campagne électorale. Est-elle une pré-campagne électorale ou ne l'est-elle pas? Le président de la République nie que c'est une pré-campagne électorale, mais moi j'aurais deux observations sur la forme et dans le fond. Dans le fond, le président a effectivement raison de dire que ce n'est pas une campagne électorale parce que, si on peut dire, le président de la République est en campagne électorale permanente et le président de la République est celui qui peut parler au nom de l'ensemble des Sénégalais. Donc il est normal qu'il ne soit pas cloîtré et cloisonné au Sénégal. À Dakar, il faut qu'il sorte, qu'il aille à la rencontre des populations qui l'ont élu. Il est élu au suffrage universel. Donc c'est le suffrage de l'ensemble des Sénégalais. Donc il doit être en contact permanent avec les Sénégalais. D'ailleurs, il y a une certaine cohérence sous ce rapport-là. Quand le président de la République supprime le poste de Premier ministre, il dit qu'il veut être en contact direct avec les dossiers, mais également, cela s'entend, avec les populations. Avec toutes ses conséquences d'ailleurs, oui. Avec toutes ces conséquences, les lourdeurs, les retards, tout ça. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas matière à grande polémique dans le fond. Mais sur la forme, c'est là où c'est problématique. Sur la forme, rien ne différencie cette tournée du président de la République avec une campagne électorale. On a vu qu'on a rappelé les troupes, on a organisé un folklore qui est typique des campagnes électorales sénégalaises. Donc là, il y a matière à lui faire le reproche. Mais également, il faut contrebalancer ça. Le président de la République est un acteur politique. Oui. Toujours chef de parti. Oui. Toujours chef de parti, un acteur politique. Et ces alter ego dans l'opposition sont également tous en campagne. Ils sont tous en campagne pendant toute l'année. Il est vrai qu'il a été investi d'une charge qui doit l'occuper à temps plein, mais il n'en reste pas moins que cette charge, il n'y a été investi que du fait de son activité politique. Donc il ne faut pas que son activité politique entre en déshérence. Donc il y a une cohérence de ce point de vue-là. Maintenant, oui. Moi, c'est ce concept de tournée économique-là. Bon, on a vu dans d'autres pays, en France notamment, qui nous est le plus proche, les itinérances mémorielles de Macron. Après également, il a fait une tournée économique.
Cette notion de tournée économique-là, elle peut avoir du sens si on lui donne un certain caractère. Faire des conseils de ministres décentralisés, ça s'entend. Faire des activités pour également que le Sénégal ne se résume pas et se ramène et s'épuise à Dakar, ça s'entend. Mais le faire comme étant une sorte... parce que le président de la République a été un peu trahi dans son verbe en disant qu'il est content de Matam. Donc, il y avait une idée de mobilisation derrière parce que quelque chose s'était rompu lors des événements du mois de mars. Il y a eu une sorte de rupture et le président a été obligé de sortir pour, sur le plan politique, faire des discours d'apaisement, de calme, d'appel au calme et à la sérénité pour dire également qu'il y avait un hiatus entre lui et les jeunes. Maintenant, il est en train de recoller les morceaux et on peut également avoir cette lecture que le président de la République, dans le cadre de cette tournée économique-là, était en train de donner une réponse alternative à ce qui lui a été donné comme problématique lors des événements de mars. Ça également, c'est une lecture possible. Tournée économique pour le gouvernement, tournée politique pour l'opposition et certains observateurs. Moussa Diop, est-il possible de séparer les deux? Alors, merci de me donner la parole sur cette question qui est très importante, très intéressante à l'heure actuelle. Donc, on est dans un contexte quand même de pré-campagne électorale. On a les locales qui vont arriver. Donc, cette tournée économique, même si dans le fond, elle est pertinente, parce que comme l'a dit mon co-débatteur, il est normal qu'un chef de l'État puisse s'enquérir de l'état actuel du pays, en fait, et donc sortir de Dakar pour voir ce qui se passe en réalité. C'est très normal. Mais en fait, le problème, il se trouve ici, c'est dans la forme. Et on a une confusion qui est entretenue, en fait, du point de vue de nos institutions. Laquelle? La confusion première, c'est qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. On a deux corps du roi, Ernest Kanterovitch. On a le président Macky Sall, qui est le père de la nation, entre guillemets, chef de l'État de le président, Sénégal. Pas père de la nation, président. Et puis, entre guillemets, je dis, parce que c'est quand même un terme qui reste. Oui. Et puis, il y a Macky Sall, l'homme, le candidat, en fait, l'homme politique qui est chef de parti. Et donc, du point de vue de nos institutions, c'est une confusion qui est maintenue, entretenue, parce qu'il n'y a pas encore, du point de vue de la loi, un texte qui permet de dire, qui définisse carrément, vous êtes président, vous restez président, vous détachez de vos fonctions de chef de parti. Macky Sall n'a pas voulu entériner les résultats des assises nationales qui différencient un peu le chef de parti du président de la République. Oui. Ensuite, deuxième confusion qui est entretenue, donc du fait qu'il n'y a pas, du point de vue des institutions, une séparation en fait claire et nette. On a aussi une confusion du point de vue de la communication aussi politique. On a une communication qui normalement doit s'adresser. On est dans une situation où le président doit s'adresser à ses administrés. Donc voilà où en sommes au Sénégal. On a fait tel investissement, voilà les résultats, on va faire telle chose. Ça, c'est une communication qui est normale. Mais la confusion, elle vient là où il y a cette communication politique, elle est mêlée à une communication électorale, en fait. Et donc, le lapsus, je suis content de Matam. Donc, il y a cette idée de mobilisation, de remobiliser les foules, on parle de foules, en vue, en fait, des locales à venir. Oui. Donc, tournée économique, mais tournée économique à visée électorale. Et l'horizon des élections électorales n'est pas lointain. Janvier 2022, le président de la République, Ibrahima Djitchoune, est-il en train de jauger ses forces et faiblesses dans les localités où il a eu à visiter? Oui. Parce qu'il était dans le sud-est, maintenant dans le nord, avec des différends profonds entre acteurs politiques au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une sorte de patchwork. Il n'y a pas de cohérence. On parle maintenant de mettre en place un grand parti, mais la naissance de la coalition Benno Bokk Yakaar, il fallait la laisser là où elle était. Ce n'était pas une coalition de gouvernement, c'était une coalition électorale. Oui. C'était une coalition mise en place pour aller conquérir un pouvoir. Maintenant, si on fait une sociologie un peu du dernier vote sénégalais, on a vu qu'il y a un Sénégal qui vote pour Macky Sall, un autre Sénégal qui a voté pour Idriss Seck et un autre Sénégal qui a voté pour Ousmane Sonko. Donc il y a aujourd'hui une division claire des forces électorales et le président de la République est en train d'asseoir un peu ses forces dans ces zones de prédilection, ces terroirs de prédilection, à savoir le nord, le pays Toucouleur et le pays Sérère, qui sont ces bassins électoraux, ces bassins électoraux naturels. Mais également, il est en train de voir comment, de chercher l'explication pour savoir comment cette rupture s'est passée, comment Ousmane Sonko a pu faire cette percée-là dans des terres où également il avait des alliés majeurs, parce que dans le sud, il avait des alliés majeurs. Dans tous les cas,
tout ce débat est entretenu par le flou, entretenu par le président lui-même sur le sort qu'il compte réserver à un éventuel troisième mandat. Et c'est toute la question qui Toute se la pose. question, il est dans un ni oui ni non. Même si juridiquement on est en droit d'avoir le débat. En droit, Ça se pose. les constitutionnalistes. Les textes ne sont pas encore clairs par rapport au troisième mandat ou pas du président Macky Sall en tant que juriste. En tant que juriste, les textes sont dans un flou artistique extraordinaire. Je m'explique. On nous dit que le mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. La question se pose de savoir à partir de quel mandat on commence à computer les mandats. Parce que si on dit que le mandat est de 5 ans, le premier mandat du président de la République, il est de 7 ans. Ne compte pas. Première chose. Donc on compute à partir de quel mandat. À partir de quel mandat le texte là commence à énumérer ces mandats. Ça, c'est une première problématique que les juristes n'ont pas encore réglée. La deuxième problématique, c'est sur ce qu'on appelle l'application de la loi dans le temps. La nouvelle constitution, elle est théoriquement d'application immédiate. La loi, avec le temps, produit 3 effets. La loi est d'application immédiate, elle dispose pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. Mais quand on prend la nouvelle constitution, le président était en train de faire son premier mandat de 7 ans. Or, avec le principe de l'effet immédiat de la loi, il aurait dû ramener son mandat à 5 ans. Ça, c'est le bon droit. Le bon droit aurait voulu que ce mandat fût ramené à 5 ans. Mais si ce mandat n'a pas été ramené à 5 ans, ça peut dire que ça échappe à l'empire de cette nouvelle constitution. De ce point de vue-là, la constitution commence sa computation à partir du deuxième mandat du président de la République qui était de 5 ans. Mais ça, Mais Ibrahim Malick, où est l'esprit de cette loi? L'esprit, c'est tout simplement de limiter les mandats à 2. Oui, après, c'est quoi un esprit d'un texte? Moi, c'est ça, c'est l'esprit d'un texte. Nous, on est des légalistes, on est des positivistes. On regarde le texte, on l'analyse, on donne les conséquences légales auxquelles ce texte-là débouche. Maintenant, quand on dit République, la République, ce n'est pas que des textes. C'est ça, c'est là où vous avez raison d'évoquer cette notion d'esprit. La République, c'est également des valeurs. La République a un fond axiologique. C'est une manière de faire, c'est une manière de dire. Le président de la République a été l'interprète le plus autorisé de cette constitution-là lorsqu'il a voulu réduire son mandat. Oui. Il a tout fait pour réduire son mandat, il est arrivé à cela. Mais maintenant, moi, sur le plan de la démocratie moderne, je crois qu'il y a eu un piège à vouloir refaire cette constitution-là et que ceux qui ont fait cette constitution-là n'ont pas pris le soin de travailler sur les dispositions transitoires pour dire si oui ou non le mandat en cours en faisait partie. Parce que l'histoire s'est répétée exactement avec Macky Sall. Oui. Tous les griefs qui sont en train d'être soulevés par contre Macky Sall aujourd'hui, lui, il a été le porte-étendard qui a soulevé ces griefs à l'encontre d'Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade était exactement dans la même situation. La question s'était posée de savoir si oui ou non il pouvait briguer un troisième mandat. Le Conseil constitutionnel avait dit oui qu'il pouvait briguer un troisième mandat. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans une décision, a dit que le président de la République pouvait avoir un troisième mandat. Mais pour moi, l'éthique politique, la nouvelle normativité politique posée par la donne politique nouvelle doit amener le président de la République à ne pas faire un troisième mandat. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il soit dans ce sorte de flou artistique en ne disant rien. Monsieur le président de la République, êtes-vous candidat pour un troisième mandat, oui ou non? La question est fermée. Le président de la République dit « je ne sais pas ». Ça, c'est une réponse à la purus qui n'est pas acceptable dans une démocratie. Le président de la République aurait dû donner clairement sa position, disant que je fais un troisième mandat ou je ne fais pas un troisième mandat. Mais en disant que j'ai répondu moult fois à la question et que les personnes n'ont pas voulu comprendre, c'est le prendre au mot. Parce que moult fois, il avait répondu à certaines questions et les faits ont fait que il s'est dédié quand il disait qu'il allait réduire son mandat à 5 ans. Il l'a dit plus de 14 fois au Sénégal et à l'étranger. Mais ça ne lui a pas empêché de faire un premier mandat de 7 ans. Donc, moi je crois que les débats de fond dans cette démocratie sénégalaise-là, elles doivent être posés sous l'angle des grands principes. Le Sénégal, d'ailleurs, les événements les événements de mars passé ont rappelé que le Sénégal doit
remettre au goût du jour les grands principes qui gouvernent notre vivre ensemble. Notre vivre ensemble ne doit plus dépendre aujourd'hui de vision partisane ou de la volonté individuelle d'une seule personne. On disait tout à l'heure que le président de la République est une incarnation, une mastodonte dans l'organisation de la Ve République. Parce que De Gaulle, quand il fait la Ve République, en réalité, il ne fait que faire revenir la monarchie. Le président de la République sous la Ve République, c'est un monarque républicain. Donc, paradoxe, non. C'est un grand paradoxe, mais c'est ça la réalité de nos textes constitutionnels qui ont été inspirés de ce texte de 58. Ce qui est désigné par l'hyperprésidentialisme. L'hyperprésidentialité. Moussa Diop, un avion présidentiel acheté, des tournées effectuées, beaucoup de promesses attendues. Macky Sall mise-t-il sur les locales ou bien sur la présidentielle de 2024 ? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Les locales et les présidentielles, en principe, n'obéissent pas aux mêmes logiques. Mais on peut clairement dire qu'ici que les locales à venir vont avoir un impact réel en fait sur les présidentielles. En fait, je pense que c'est un avant-goût des présidentielles à venir. Et les résultats qui vont se dessiner, ce seront des tendances quand même très lourdes pour les présidentielles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall, au regard de ce qui s'est passé en mars, essaie de jauger encore ses forces en présence sur le terrain pour voir sur quoi il peut compter effectivement pour soit briguer un troisième mandat théorique pour le moment ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, le pensez-vous après ces tournées, ces réalisations, les travaux qui sont entendus, on parle du BRT, du TR, etc. Est-ce que vous sentez l'intention ou bien l'ambition pour le président Macky Sall d'effectuer un autre mandat? En tout cas, la Constitution n'évacue pas cette possibilité. Donc ça, il faut quand même le rappeler, c'est une tare de nos démocraties, parce que nos constitutions sont toujours taillées de sorte qu'il y ait des ambiguïtés en fait sur certaines questions précises. Et c'est entretenu, ça fait partie de la liste des confusions dont je parle, des confusions qui sont volontairement entretenues. Et arrivé au stade où il faut prendre une décision claire, les populations sont dans le flou. On installe une situation qui est chaotique, qui permet d'évacuer une discussion sérieuse sur les vraies problématiques qui nous concernent en tant que pays, en tant que jeune pays. Les problématiques de l'emploi, la sécurité, etc. Le coronavirus est là, qui pose son lot de questions. Ça permet en fait d'évacuer des questions essentielles pour la nation, pour la pérennité de la nation, et entretenir un pays dans l'instabilité et dans un débat politique malsain. Une tournée économique entre roses et épines. Elle a fait des heureux, mais aussi des malheureux. Faute Tampi contre Faute Tampani. À Nouloumadi, la maison paternelle du président Macky Sall a été brûlée. Ibrahim Malitchoun, brûler les maisons, une tendance dangereuse qui s'invite maintenant dans le champ politique. La démocratie sénégalaise est en train, la pratique politique sénégalaise, je ne parle même pas de la démocratie, la pratique politique sénégalaise est en train d'inaugurer un nouveau temps qui est malheureux. C'est le temps de la violence. Les événements de mars ont montré un visage inédit du Sénégal. Personne ne pouvait prévoir qu'on aurait eu ce déchaînement de violence et ce nombre de morts pour des revendications purement politiques. Ça n'en vaut pas le coup. La violence doit être dénoncée et combattue d'où qu'elle vienne. Maintenant, les populations parfois cherchent des exutoires lorsqu'elles ont un trop plein de revendications qui ne sont pas satisfaites. C'est une excuse. Ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas dans un système. Je suis pas dans un système justificatif. Parce qu'il y a eu un précédent dangereux. Par exemple, au mois de mars, beaucoup de maisons ont été brûlées et on voit un peu que ça fait tache d'huile maintenant. Même brûler la maison d'un président de la République. Oui, j'en viens. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, Pape Alioune, je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer. Allez-y. Je ne suis pas en train de donner raison à ceux qui ont brûlé ces maisons-là. D'ailleurs, j'ai dit en l'entame de mon propos que je le condamnais fermement et que c'est des choses qui ne sont pas tolérables. Le Sénégal n'est pas un pays violent. Le Sénégal est un pays de dialogue. Et d'ailleurs, la norme en démocratie, c'est de dialoguer. Il faut qu'on dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui explique ça? Une fois qu'on a un fait, on ne doit pas se contenter de le dénoncer, mais il faut également qu'on aille chercher les causes explicatives de ce phénomène-là nouveau. Ce phénomène-là nouveau, c'est que la population sénégalaise est de plus en plus jeune. Les jeunes ont une expression politique assez hasardeuse parce qu'il ne faut pas croire que toutes les personnes qui sont sorties étaient les soutiens d'un parti ou d'un autre parti. C'est une sorte de ras-le-bol général qui a fait que les gens ont
qu'il y a eu un débordement de violence. Et ce sont des choses qu'on connaît dans toutes les démocraties. Souvenez-vous en France qu'il y a eu un moment où les banlieues étaient à feu et à sang. C'était un mode d'expression de ces jeunes-là. Maintenant, le président Macron venait de recevoir une claque. Voilà. Donc la violence est en train de s'inviter un peu dans la pratique démocratique sénégalaise. Il faut le dénoncer. Mais il faut également rechercher les causes et essayer d'endiguer ce phénomène-là qui peut être dangereux. Parce que ce sont des signes. Brûler la maison la maison paternelle du ministre de l'Intérieur à Bambey, brûler la maison d'un célèbre avocat à Fan, à Mariste, brûler la maison paternelle du président de la République, brûler la maison familiale de la première dame à Saint-Louis, parce que toutes ces maisons-là ont été brûlées, brûler plus de 19 enseignes commerciales. Des brigades également de gendarmerie, des postes de police ont été attaqués. Des postes de police ont été attaqués, mais également on a également un phénomène d'embrigadement de certaines milices qui ont été créées depuis les Marrons du Feu et les Marrons du... Tous ces phénomènes-là contribuent à créer une ambiance générale de violence. D'ailleurs, dans le dernier discours d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko appelle ouvertement à la loi du talion, à la riposte. Ce qui est contestable et il faut le dénoncer. Ousmane Sonko, compte tenu de son envergure et de ses ambitions, ne doit pas inscrire le Sénégal et l'installer dans cette violence-là. Mais on voit que c'est qu'ils sont démunis. On n'a pas aménagé au Sénégal un espace qui transcende les appartenances partisanes, les appartenances religieuses, les appartenances de chapelle, pour pouvoir discuter de l'essentiel. Il y a eu une première tentative avec les assises nationales, mais les assises nationales ont une coloration politique parce qu'elles étaient destinées un peu contre Ablaye Wade. Donc cette coloration politique a disqualifié d'une certaine manière ces assises nationales. Mais dans tous les cas et en tout état de cause, cette violence-là, elle est contestable et il faut la contester et la dénoncer. Et restons sur le chapitre de la violence, Moussa Diop. Cette violence également vient du camp présidentiel, avec la présence des nervis dans le cortège présidentiel. Bras armés aux criminels en puissance. Je reprends là les mots de Thomas Sankara. Alors, pour analyser cette violence, il ne faut pas la faire appartenir à un camp ou à un autre. En fait, les Marrons du Feu, ils ont été précédés par les calots bleus. Les nervis, les nervis dans le camp présidentiel. On a vu des vidéos où ces nervis-là s'attaquaient aux populations qui étaient dans leur droit de manifester si elles ne sont pas d'accord. Je vais aborder cette question en parlant de 3 points. Allez-y. Première chose, la violence n'est pas nouvelle dans le champ politique sénégalais. C'est un mode d'expression politique au Sénégal. Donc il y a eu des précédents de meurtres, d'attaques, on se rappelle des marteaux sur Talla Sylla, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau au Sénégal. C'est présent dans nos pratiques politiques depuis longtemps. Maintenant, on peut parler d'une exacerbation avec la création véritablement de milices très organisées, surarmées, qui s'attaquent directement aux populations, essayant maintenant de les contrôler, de leur empêcher de s'exprimer. Là, c'est un nouveau palier et qui a trait à, en fait, une problématique de laisser les populations s'exprimer. Trouver des modes d'expression pour ces populations. La liberté d'expression a des limites. Modes d'expression qui soient transpartisans. Oui. Parce que c'est ça qu'on a comme problème. On ne peut pas parler sans être affilié à une étiquette au Sénégal. C'est ça le problème. Et nos leaders politiques ont failli dans cette possibilité d'offrir en fait d'offrir des espaces d'expression, des modalités d'expression qui ne soient pas affiliés à une couleur politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut dire qu'il y a une crise de confiance systémique au Sénégal entre la population et le gouvernant, entre les acteurs politiques entre eux-mêmes, entre la justice et les hommes politiques, entre la presse et la justice, et vice-versa en fait. Donc une crise de la confiance généralisée qui se traduit par des phénomènes de défiance, par des passages à l'acte qui sont favorisés par la diffusion de discours extrêmes et radicaux en fait, et qu'il faut prendre le temps d'analyser et qu'il faut prendre le courage aussi de dénoncer des discours qui sont issus d'étiquettes soit politiques ou de membres d'organisations se disant appartenir à la société civile et se présentant comme défendant les causes sénégalaises. Donc il faut avoir le courage de dénoncer ces discours-là, de les analyser et de dire à quoi ça correspond aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment dans lequel nous sommes, une situation dans laquelle nous sommes qui n'est pas typiquement sénégalaise, qui traverse l'Afrique, qui traverse le monde. Une défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les élites. En France, on a eu les Gilets jaunes. En Espagne, on a eu la même problématique. Dans d'autres pays du monde, on a eu la même problématique. Le Sénégal appartient au monde. Donc, c'est normal qu'on soit aussi dans cette situation qui demande un renouvellement
un renouvellement des élites, un renouvellement à tous les niveaux, que ce soit politique, économique, etc. Et qu'il y ait aussi une possibilité d'espérer. Parce que fondamentalement, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus espérer. La population n'a plus d'espoir, n'a plus confiance en l'école. Et donc, le chemin le plus court pour la réussite, c'est soit d'ouvrir marteau, soit prendre les pirogues. Voilà. Dans la situation dans laquelle nous sommes, on est dans une crise systémique de la confiance, une violence comme mode d'expression politique qui est maintenant ritualisée. Et je rappelle ici que tous les partis politiques de ce pays ont, d'une manière ou d'une autre, une forme de privatisation de la sécurité. Oui. Voilà. Oui. Donc ce serait malhonnête de penser que Marron du Feu, Nervi, et on dit que oui, c'est le camp du président. Non. C'est une tradition au Sénégal. Et vous avez tellement raison, parce que l'histoire se répète, Ibrahim Malick Thioune. Les socialistes avaient leur comité d'action, les libéraux avec les calots bleus, les républicains avec leur marron du feu. L'histoire se répète, mais malheureusement. Oui, l'histoire, toutes les fois que l'histoire se répète, c'est pour parler un peu de ces bras armés-là. Mais juridiquement, est-ce qu'il y a un texte qui régit un peu la présence de bras armés à côté d'un président, à côté d'un ministre, à côté d'un leader d'opposition ou qui que ce soit? Non. Est-ce que ces nervis-là sont légitimes? Il y a un texte au Sénégal qui organise la sécurité privée. C'est un texte qui organise la sécurité privée et le transport de fonds, ainsi de suite. C'est toutes les sociétés de sécurité qu'on a au Sénégal. Mais il n'y a pas un texte sénégalais qui organise les nervis, les calots bleus, ainsi de suite. Ce qu'il faut dire pour revenir dans ça, c'est vrai, on ne fait pas appartenir la violence à tel camp ou tel autre camp. Lorsque vous pouvez pointer la violence comme étant un mode d'expression politique au Sénégal, c'était des épiphénomènes. Mais aujourd'hui, ça s'est massifié et ça s'est généralisé. Et comme vous dites, il y a une exacerbation qui arrive à des limites extrêmes qu'on ne peut pas contenir. La pratique politique au Sénégal, il est vrai qu'il y a eu des moments de violence. En 1964, lorsque Senghor est seul candidat dans le cadre d'un parti unique, il y a eu 40 morts. Ça, on l'oublie. Il y a eu 40 morts, il y a eu des manifestations. Senghor a fait sortir l'armée et il y a eu 40 morts. Ça, c'est l'histoire du Sénégal. Mais ça, c'était encore des épiphénomènes. Le Sénégal est allé à l'indépendance dans le cadre du dialogue. Mais aujourd'hui, c'est une pratique courante. C'est une pratique courante que de recourir à ça. Ce n'est pas, à mon sens, dans la normalité. C'est une excroissance qu'il faut contester. Et pour le contester, il faut trouver aux jeunes une occupation qui soit autre qu'une occupation politique. La politisation à l'extrême de la jeunesse va conduire ces jeunes-là à aller dans des zones qui ne sont pas des zones traditionnelles dans la politique. Les événements de mars sont très parlants. Ils sont enceints d'enseignements qu'il nous faut tirer, nous les analystes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une jeunesse qui a voulu s'exprimer et qui s'est exprimée de manière violente. En réponse à cette expression de la jeunesse, autant l'opposition que la mouvance présidentielle a pris la parole pour dire qu'ils avaient décrypté exactement. Mais en décryptant, ils ont fait l'économie de l'analyse des causes provocatrices, des causes génératrices de ce phénomène-là. La cause génératrice, c'est tout simplement que les jeunes, c'est pas une question d'emploi. Je récuse le terme d'emploi. Les Sénégalais, la notion d'emploi est une notion un peu bizarre en Afrique. Parce qu'en Afrique, les gens n'ont pas d'emploi, ils ont des occupations. Parce que quand vous faites les statistiques de l'emploi, vous n'intégrez pas 70% des gens qui sont dans le secteur informel, mais ils ont des occupations. Ils ont des occupations rémunératrices d'ailleurs. Les jeunes ont de moins en moins d'occupations. Pourquoi? Parce que l'État s'est toujours positionné comme étant celui qui doit allouer un emploi. C'est une défectuosité dans un système économique que de voir l'État étant le principal allocataire d'emploi. Il faut donner la possibilité au secteur économique d'absorber ces jeunes-là. L'âge médian au Sénégal. L'âge médian au Sénégal. Quand on a un pays qui a un âge médian à 15 ans, il faut repenser les politiques publiques de jeunes. Il faut repenser les politiques publiques éducationnelles. Il faut repenser les parcours professionnels et les parcours professionnalisants. Il ne faut pas... par exemple, je donne un exemple qui m'a toujours heurté. Rapidement. Le système, l'agriculture, a toujours été pensé au Sénégal comme un secteur social.
alors que l'agriculture aurait dû être pensée comme un secteur économique. Quand on a demandé aux jeunes de retourner à la terre, c'était pour régler juste un problème d'occupation, un problème social. Alors qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le moment, c'est le lieu de dire que le PRODAC a été un excellent projet, même si on a connu énormément de scandales là-bas. Mais le PRODAC qui a pour rôle d'aménager des zones agricoles, ça doit être un point de départ pour orienter les jeunes vers ce qui nourrit le Sénégal. 10h41. Vous suivez l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Ibrahim Malick, le juriste et expert politique, et Dr Moussa Diop, enseignant en communication et relations politiques. On a vu la sortie du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, préconisant la loi du talion. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le gouvernement et l'opposition, c'est le fameux « je t'aime, moi non plus », même relation entre un magistrat et un journaliste. Le tribunal a rejeté les exceptions que nous avons soulevées et a déclaré Madiambal coupable du délit de diffamation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 600 000 et a payé à M. Souleymane Teliko la somme de 5 millions à titre de dommages et intérêts. Évidemment, cette décision-là, il fera l'objet d'un appel parce que la bataille est loin d'être terminée. Nous allons relever appel de la décision et nous ferons tout pour que cette décision soit infirmée en appel. Parce que manifestement, c'est une décision qui est contestée et contestable. Parce que il n'y a pas de diffamation dans cette affaire-là. Et quelque part, il y a un esprit corporatiste qui prévaut autour de cette décision-là. Nous avons un délai de 1 mois pour faire appel et nous ferons appel. Le tribunal s'est conformé à la vérité tout court. Et la vérité est que le juge, notre client, Monsieur le Président Souleymane Teliko, a véritablement été victime d'une diffamation. C'est-à-dire qu'on lui a imputé et on a allégué des faits qui sont totalement faux et qui ne sont absolument pas conformes à la réalité. Et tout ceci dans le but de porter atteinte à son honneur, à sa considération, à sa dignité. Et vous avez vu l'acharnement avec lequel M. Madiambal Diagne s'est mis à faire des articles, des publications qui ont parcouru le monde sur le juge Teliko. Et en tant qu'acteur de prime abord judiciaire, qui a connu la famille judiciaire, il s'est montré particulièrement vil. C'est la raison pour laquelle le tribunal n'a fait que dire le droit en condamnant, en déclarant M. Madiambal Diagne coupable des faits diffamatoires, de diffamation, l'a condamné à 600 000 francs d'amende, à 3 mois d'emprisonnement ferme et l'a condamné à publier la décision à ses frais sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard dans pratiquement tous les journaux et organes de presse de la place du Sénégal. Il l'a condamné également à payer au juge Souleymane Teliko la somme de 5 millions de dommages et intérêts, et avec exécution provisoire et contrainte par corps. Donc, c'est une décision, à notre avis, qui est juste. La justice, elle est là pour rétablir la vérité. Et vous venez d'écouter les 2 robes noires des 2 plaignants, respectivement Maître Boubacar Sissi et Maître Ndeifatou Touré. Docteur Moussa Diop, on a vu un peu que d'une émission au tribunal, la bataille judiciaire a été rude, mais le juge a fini par trancher en faveur de Souleymane Teliko. Le juge du tribunal correctionnel a condamné Madiambal 3 mois de prison à plus de 600 000 francs CFA, demande 5 millions à titre de dommages et intérêts pour diffamation. Mais le président du groupe Avenir Communication a interjeté appel. Ce n'est que le début de l'histoire. Alors, ce qu'il y a d'abord à noter ici, c'est que c'est une affaire quand même qui oppose 2 présidents appartenant à 2 corps. Président de l'UPF. La justice pour l'effort. Président de l'UPF, l'Union de la presse francophone, Madiambal Diagne, président de groupe Avenir Communication. De l'autre côté, Souleymane Teliko, le juge Souleymane Teliko, qui est président de l'UMS. Donc, il est fort à parier qu'on puisse lire en fait cette affaire comme un affrontement entre corporations. Une affaire de corporatisme du coup, entre le corps judiciaire qui s'affronte avec le corps des métiers des journalistes. Maintenant, pour qu'il y ait, s'il devait y avoir quand même petite clarté, voir en fait la vérité en réalité, il aurait fallu que par exemple au niveau des juges, certaines personnalités qui sont très impliquées quand même auprès du juge Teliko se dessaisissent quand même un petit peu, qu'il y ait une sorte d'équilibre, qu'on puisse quand même avoir confiance par rapport au verdict qui a été rendu. Ça, c'était une première chose. Maintenant, la justice aurait dit le droit. Bon, on peut considérer que la justice aurait dit le droit, mais pour moi,
il y a d'abord des problèmes qu'il faut relever. Tout à l'heure, je parlais d'une crise de confiance entre les corps de ce pays. Cette crise de confiance se manifeste encore ici. Il ne faut pas nier qu'au sein du journalisme au Sénégal, il y a des problèmes. On ne peut pas le nier. Moi-même, j'appartiens aussi à ce corps, puisque j'ai fait l'essentiel de mes études là-dedans. J'ai moi-même un journal. Donc, je sais qu'il y a des problèmes dans ce corps de métier-là. Et il ne faut pas les nier, il faut les affronter et trouver des moyens de réguler ce secteur pour qu'on n'arrive pas à des dérives. Vendredi dernier, un de mes étudiants m'a posé la question, quelle est la différence entre le journalisme et la communication? Je dis, tiens, très bonne question. Il est en quelle année? Il est en 2e année. Ah, ok. Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Dans la mesure où on a une confusion entre... On voit de plus en plus apparaître journaliste communicant. C'est quoi? À qui s'adresse-t-on? Qui parle? Quand Madiambal Diagne écrit, c'est qui parle? Qui s'exprime? C'est le journaliste? C'est le communicant? Il écrit quelles sont les intentions. On peut se poser légitimement ces questions. Je ne suis pas en train de l'attaquer ou de dire qu'il a tort et qu'il est coupable de quelque chose. Mais je soulève juste un problème qui est en cours dans ce secteur-là. Et une crise de confiance qui se manifeste encore ici. Voilà. Ibrahim Alioune, vous êtes juriste, nous allons entrer dans le fond du sujet. Délit de diffamation dans une émission. D'abord, est-ce facile de juger un juge? Et c'est quoi un délit de diffamation dans une émission, par exemple? Nous faisons une émission, peut-être quelqu'un pourrait, je ne le pense pas, porter plainte contre nous. Oui, le délit de diffamation, c'est tout simplement la protection de l'honneur et de l'honorabilité d'une personne. Vous savez, en droit, lorsqu'on veut protéger une valeur, on met en face une incrimination. On veut protéger l'honneur des gens, on met en face le délit de diffamation. On veut protéger la propriété des gens, on met en place le délit de vol. C'est ainsi que ça fonctionne. Alors, mais au Sénégal, on a l'habitude d'exploser des choses qui sont des faits d'une parfaite banalité. Ah bon? Oui, il y a un citoyen sénégalais qui a senti son honneur froissé, qui s'est retrouvé, qui est allé devant un juge pour s'entendre dire le droit. C'est tout simplement ça. Maintenant, la personnalité des protagonistes a fait qu'on a pu dire ceci ou dire cela. D'accord, moi je suis d'accord que chacun y aille de son commentaire, mais il faut ramener les choses à leur réalité. C'est une affaire tout à fait banale. Une affaire devant un juge. Les affaires de diffamation, si je vous en donnais les statistiques, vous seriez surpris. Il ne se passe pas 1 ou 2 jours sans que quelqu'un aille devant les juges en se sentant diffamé. Maintenant, il y a un problème qui tient, comme je l'ai dit, à la personnalité des protagonistes. Commençons par le juge Téliko. Le juge Téliko, il est à la tête de l'association des magistrats. Cette association des magistrats pose problème. Il faut oser le dire. Il est interdit aux magistrats de se syndiquer. Il leur est interdit de se syndiquer. Et ils ont contourné la problématique en créant un syndicat de fait. Cette association n'est autre qu'un syndicat de fait qui défend les intérêts corporatistes des magistrats. Et donc ça, moi je dis que si on se départit d'une analyse formelle en disant que ça c'est un syndicat, ça c'est une association, cette union-là, elle doit être dissoute. Mais ce n'est pas l'union qui est aujourd'hui jugée. Ça part de là. Ça part de là. Le juge Téliko, quand on parle du juge Téliko, on parle du président de l'Union des magistrats du Sénégal. Donc, le soupçon de corporatisme vient de là. Il aurait été un juge, n'importe quel juge d'ailleurs aurait eu ce soupçon-là. La deuxième chose, c'est la personnalité de Madiambal Diagne. La personnalité de Madiambal Diagne pose question également, parce qu'il est aujourd'hui, si je fais le décompte, il est toujours en conflit avec, il a été en conflit avec Ousmane Sonko, il l'a accusé de tous les noms d'oiseaux, il a été en conflit avec l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, et aujourd'hui il est en conflit avec le juge Téliko. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il a quelque chose ou pas, mais sa pratique journalistique aujourd'hui débouche sur un certain nombre. Il y a une sanction d'ailleurs du CORED par rapport à sa tribune qu'il a faite après les émeutes du mois de mars. Donc, tout à fait. Moi je dis, la liberté d'expression, elle a ses limites. Il ne faut pas que la plume du journaliste soit utilisée à d'autres fins qu'informationnelles. Le journaliste doit informer, doit relayer une information, peut même interpréter une information. Mais de là à attaquer l'honneur et l'honorabilité de certaines personnes, ça fait question. Et toute personne à la place du juge Téliko aurait
pris le soin d'aller devant un juge et s'entendre dire qu'il a été diffamé et en cela demander des dommages intérêts. Je ne crois même pas que le juge Téliko soit derrière des visées pécuniaires. Hein. Le juge Téliko, il a dit mon honneur a été lavé, c'est-à-dire la décision de condamnation. C'est ce qu'il a dit. Mais Madiambal a dit que cette décision a été prise en fonction de considérations extrajudiciaires. Oui, mais ça c'est son droit, son avocat le dit. Pour parler un peu des deux versions Son avocat, le juge, moi je suis juriste. Les faits qui ont été portés devant le juge, dans sa qualification et dans son jugement, lui ont dit que ils étaient constitutifs d'un délit de diffamation et il n'a fait qu'appliquer la loi. Lorsque les éléments d'une infraction sont constitués, le juge doit condamner. Et le jour, et ça c'est un problème de la justice sénégalaise qui fait écho à cette notion de crise de confiance. Il ne faut pas qu'on ait des personnes qui soient au-dessus de la loi et des personnes qui soient en deçà de la loi. On a vu l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr qui a fait que Ousmane Sonko n'a pas pu être jugé et Adji Sarr n'a pas pu être entendu. L'affaire est en cours. L'affaire est toujours en cours et on a vu tout ça. On a vu qu'il y a certaines personnes qui sont un peu exemptées des rigueurs de la justice. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, on voit qu'ils s'en sortent sans coup férir. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que ni le juge Téliko, ni Madiambal Diagne, quelle que soit leur renommée et leur position, puissent être en dehors de la prise de la justice. La justice est le seul des... La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais en tout cas, c'est la seule institution, si elle ne fonctionne pas, et à mesure de faire exploser un pays. Le citoyen sénégalais, le justiciable sénégalais, le Sénégalais en tant que tel, n'a d'autre recours lorsqu'il subit un tort que d'aller devant un juge pour s'entendre dire le droit. Maintenant, on doit à la vérité de dire que on a une justice extrêmement bien formée au Sénégal et 99% des affaires se passent sans tambour ni trompette. C'est à chaque fois que certains personnages sont impliqués qu'on met au banc des accusés la justice sénégalaise pour l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Et ça, moi, je ne serai pas sur un plateau où on est en train de le faire. Parce que je connais la justice de près, je vois la justice, comment elle se pratique. J'ai énormément de personnes que je connais dans la justice et je sais que, il y a énormément de juges qui sont pétris d'éthique et qui font très bien le travail. Il y a dans tous les corps des moutons noirs qui font que, mais ce mouton noir-là ne doit pas éclipser la grande formation qui est faite au niveau du centre de formation judiciaire, la bonne pratique qui est faite dans les tribunaux sénégalais et d'ailleurs qui nous doit une renommée internationale en Afrique. En Afrique, les juges sénégalais sont considérés comme étant les meilleurs juges. Maintenant, 2-3 affaires ne doivent pas faire perdre de vue tous ces aspects-là. Affaire Téliko, Madiambal, une affaire sans fin. À quand la fin de la Covid? Beaucoup de variants ont été découverts par l'Institut Pasteur de Dakar, dont le variant indien qui est extrêmement mortel. Moussa Diop, comprenez-vous la politique du gouvernement en cette période de guerre sanitaire qui continue malgré ses hauts et ses bas? Alors, la politique du gouvernement, je vais d'abord... En tant que professeur enseignant en communication, j'analyse souvent sous le prisme de la communication. Allez-y. Donc du coup, ce que je vais dire, que j'ai déjà dit par ailleurs, c'est qu'il y a un problème dans la communication du gouvernement concernant cette crise de la Covid-19. Il y a une dissonance entre... En fait, la dissonance, elle vient du fait qu'on dit aux gens de respecter les mesures barrières ou de respecter un certain nombre de principes pour se prémunir des affres de cette maladie. Et dans le même moment, ceux qui sont censés incarner sont en train de faire l'exact contraire. Parce qu'on a vu les tournées politiques, par exemple, économiques. Bon. J'ai entendu sur un certain plateau une certaine personne membre de l'appareil politique gouvernemental dire que le président de la République met toujours son masque pendant ses tournées. Mais par contre, le reste des populations qui viennent en masse répondre à son appel, ils n'ont pas de masque. Oui. Dans les transports publics, les gens n'ont pas de masque. Il n'y a pas de distanciation. Quand vous allez dans des endroits, ça et là, à Dakar, vous voyez que cette maladie a tendance à disparaître dans les esprits des Sénégalais. Donc, il y a un problème fondamental ici, dans la communication, sur cette maladie. Et puis, des prescriptions qui sont prises, en fait, pour véritablement entraîner le fait que nous sommes dans une guerre. J'ai mon masque avec moi. J'ai toujours mon masque partout. Mais
Voilà, de plus en plus, je suis seul dans cette affaire-là. Et c'est le cas de dire que ces variants-là, lorsqu'ils vont vraiment exploser au Sénégal... Et ils sont là, on parle des dizaines de variants. Je ne parle pas de juste présence, mais d'explosion. Quand on va commencer à en sentir les effets, l'économie sénégalaise qui est pratiquement à terre, le Sénégal s'affaissera. Ibrahim Alioune, faut-il craindre pour une troisième vague? En tout cas, les responsabilités sont partagées. De la barre à la base de la pyramide sociale, il y a un relâchement. Faut-il craindre pour une troisième vague de contamination, même si nous ne sommes pas des blouses blanches? C'est tout le paradoxe de cette Covid-là. La Covid nous demande d'arrêter nos interactions sociales. Moi, quand on parle de gestes barrières, c'est d'arrêter, de rompre les interactions sociales pour se guérir. Donc, la Covid nous a plongé dans une sorte de problème de perception de cette maladie-là. C'est une maladie qui ne s'est jamais posée en ces termes-là. Mais il faut dire plusieurs choses sur cette Covid-là. Alors, au Sénégal, il y a eu une défiance vaccinale. Les gens ont contesté le fait que le vaccin pouvait guérir de quoi que ce soit. Et les chiffres, 428 000 personnes vaccinées depuis le début, aucun État, quelle que soit la force de sa communication, ne peut renverser ces choses de tendance-là. La deuxième chose, c'est que la Covid a posé une confrontation entre la santé et l'économie. Au Sénégal, il y a certaines mesures, si elles sont prises jusqu'à leur limite extrême, tuent l'économie. Et certains ont expliqué les événements du mois de mars par le fait que par les mesures qui ont été prises à l'encontre des populations. Ça également, un président de la République ou un gouvernement qui est en place, il doit faire des arbitrages par rapport à un certain nombre de paramètres. Il y a également que, il faut le dire, les chiffres de la Covid, la létalité de la Covid, elle est assez faible au Sénégal. Aujourd'hui, il y a un discours alarmiste de l'OMS qui nous avait prévu lors de la première vague des morts, ce qu'on n'a pas vu. Et là, l'OMS est en train de nous prévoir également des morts dans les rues. Et quand on confronte ces prévisions-là avec la réalité, on voit qu'on a des taux de létalité assez marginaux. Et l'autre chose également, la question que a posée cette Covid-là, c'est notre souveraineté sanitaire. Notre souveraineté sanitaire. Avec la Covid, on a vu qu'on était démunis à tout point de vue. Le Sénégal était démuni à tout point de vue. Nos structures sanitaires n'ont pas la capacité de répondre à l'urgence. D'ailleurs, dites-vous bien que toutes les mesures qui sont prises par les gouvernements au Sénégal et à l'étranger pour endiguer la Covid, c'est juste des mesures pour contenir la capacité de réception des structures d'urgence. C'est ça qui conditionne les mesures. Mais on a vu que sur ce plan-là, ce n'était pas que le Sénégal. Bon, beaucoup de pays européens également ont eu des problèmes de masques. La France a eu des problèmes pour se fournir en masque. Mais nous, au Sénégal, le problème de la souveraineté sanitaire se pose et ça appelle une réponse qui devra repenser les politiques publiques de santé, qu'on sorte de ces logiques de dispensaires pour gérer des maternités, mais qu'on soit dans des politiques de santé vraiment structurantes. Mais en tout cas, dernier mot, 30 secondes. Là, sur la défiance vaccinale, je pense que le gouvernement quand même a perdu du terrain sur cette question parce qu'il y a tout un ensemble de discours qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, sur des théories du complot liées à... Voilà. Et donc, le gouvernement a vraiment perdu du terrain sur cette question et il faudra mettre le paquet dessus. Et l'autre problème que pose justement le Covid-19, c'est aussi un problème sociologique quand même parce que les gestes barrières, nous qui sommes des pays où l'interaction, on se touche et tout, donc effectivement, ça pose problème. Voilà. Docteur Moussa Diop, enseignant en communication et sciences politiques, merci d'être là. Merci à vous, papa. Et Ibrahim Alioune, un habitué de l'Air du Temps, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est fini pour l'Air du Temps. Nous aurons peut-être l'occasion de voyager pour une autre émission, pour parler un peu de la crise ivoirienne, peut-être la fin. Et il y a également le débat sur l'écho, reporté jusqu'en 2027, des discussions, des débats qui seront décryptés dans l'Air du Temps. Émission présentée par Papa Lunsa. Bilantis a assuré la partie technique. 11h, le bulletin d'information en Wolof. Mais n'oubliez pas ce grand rendez-vous, le jury du dimanche, Mamadou Ibrekan qui reçoit aujourd'hui Papa Diallo Mbaye dit Isator. Ce sera juste après le bulletin d'information. Bon dimanche à toutes et à tous sur iRadio. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal. iRadio, xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk.
kortok benn di 11h05 la def ñu dégtal leen xibaar yi ci tënk ci kàllaamay wolof ak it nag li nga xam ne soxal na wàllu njàng meek njàngale mi ci anam gu kawe. waa SAES doon syndicat bi nga xamante moo boot liggéeykat yi ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ak mboolem banxaas yi ñoom nag noppeeguñu teggi seen tànk ci la fa amoon jëm ci ay étudiants yu song seen naataango loole nag nee nañu kuréel gi nga xam ne moo sàllu lépp lu jëm ci wàllug yar da ci daal di jibal ay daan ñeel ñëpp ñi nga xamante ni kon seen loxo da ci daal di laalale ak ñëpp ñoo xamante ni kon dañuy bayal lépp lu jëm ci wàllug fitna foofule ci daara ji rawatina nag la ñu nemmeekoon ci faculté de lettres ak droit syndicaliste yi nag ne nekk na mbir moo xamante ni ñoom daañu ci daal di xeex ba mu sës ndax it nag daañu daal di sóobu ci grève ñetti fan ëllëg ak jàmm ci altine gi la ñu koy tàmbali wéyandil ko ba niki àllarba ak jàmm loolee kon la ñu daal di xamle ñi daal di wéyandi ci xibaar yi dem ci fi nga xamante ni moo di xibaar yi bitim réew ak Paris la France ñu di fa amal ay jongante yoo xamante ni day méngoo ko wàllug gox-goxaan yi loolee nag dañ ko daal di def ngir laltaayale ko yooyu présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ko daal di dëgmal fileek fukki weer lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay millions yu doomu aadama daañu dugg ci mbañ gàcc yi kon bureau de vote yi xëy nañ ko ubbi suba ak tey gile wàllug tàggat yaram lañ koy jeexale ASC Ville bu Ndakaaru daal di am ndam jël coupe du maire bi ci kanamu Dakar Université Club mu daal di daan juróom benn fukk ak ñeent ci juróom fukk ak juróom-ñaar gars yi Ousmane Diallo yi nag kon daal di am ndam am lu yaatu ci seen ndaje googele waaye tamit mu gën leen yëkkati ci wàllu ko jongante bi fii lañ yem ak yéen ci xibaar yi ci tënk ñu dégtal leen ni jury du dimanche ak Mamadou Ibra Kane ganam gi di responsable politique moom nag kon di wuyo ci Pape Diallo Mbaye ñi gën ko xam ci Zator Mbaye jaa ngeen jëf